Nous sommes 4 étudiants du master expertise et gestion de l'environnement littoral à l'IEM. Et donc, dans le cadre de cette journée, nous avons organisé 3 événements. Donc, une conférence autour de la cartographie radicale ce matin, qui a été présentée par Neptis et Philippe, que nous remercions. Ensuite, nous avons fait un atelier de cartographie participative cet après-midi, un mapathon, avec une quarantaine de participants pour cartographier les côtes de Madagascar sur OpenStreetMap, qui s'est très très bien passé. Et donc nous allons conclure autour de cette table ronde sur le contre-pouvoir des cartes que nous allons vous présenter. Mais avant de donner la parole à Maëlle et Charlotte qui vont vous recontextualiser et vous donner des éléments avant d'avoir notre partie de discussion, vous avez reçu en rentrant une feuille avec sur le devant une carte, une feuille comme ça, une carte de Brest où il y est inscrit quel est votre Brest, et un verso vierge. Donc c'est un petit exercice qu'on peut vous proposer pendant la table ronde. Vous avez des tablettes le long de vos sièges qui sont rangées dans les accoudoirs que vous pouvez sortir pour dessiner, puisqu'on vous propose pendant la table ronde, pendant vos petits moments d'inattention, parce qu'on en a tous, de dessiner votre Brest, votre représentation de Brest. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée, vous pouvez partir du fond de carte si cela vous aide, et s'il y en a qui ont une imagination débordante, vous pouvez partir d'une feuille blanche avec le verso. Nous ramasserons vos dessins à 20h30, à partir du moment où nous commencerons à peu près les questions, et on les affichera le long du couloir pour aller jusqu'à la sortie, et donc en sortant de la table ronde, on pourra tous en discuter et regarder les représentations de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de signer si jamais vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse. Donc je vais laisser la parole à Charlotte et Maëlle qui vont nous faire une introduction et une contextualisation de ce dont on va parler par la suite. Merci à tous. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc avant de commencer pleinement cette discussion autour de la cartographie alternative, nous allons voir donc avec Charlotte les concepts qui tournent autour de cette cartographie. Alors pour débuter cette présentation, nous avons décidé de vous présenter ce planisphère, donc, qui est une représentation du monde assez renversante, puisqu'on retrouve l'Australie mais aussi la Polynésie au centre de ce planisphère et sur la partie supérieure. Ce qui pour nous, Européens, est assez particulier, puisqu'on retrouve l'Europe et la France métropolitaine sur les marges de ce planisphère. Dans un second temps, on peut aussi se rendre compte, surtout pour nous qui nous intéressons grandement aux littoraux, l'emprise du Pacifique et sa place centrale, ce qui est la coupure faite entre l'océan Atlantique, ce qui donne un aspect tout particulier, une représentation toute particulière de l'Atlantique. Donc, pour entamer cette présentation, nous allons commencer par l'histoire de la cartographie avec Charlotte, puis nous verrons la cartographie conventionnelle, et enfin nous nous intéresserons aux différentes formes de la cartographie alternative. Alors, dans un premier temps, on va voir brièvement l'histoire de la cartographie et des cartes. Donc, pour commencer, il faut d'abord savoir que la cartographie, c'est un processus ancien. En effet, les premières représentations que les historiens déterminent comme étant des cartes datent d'il y a environ 30 000 ans. Et pour illustrer cela, on peut prendre cet exemple. C'est la dalle du tumulus de Saint-Bélec, qui a été découvert en 1900 à Le Han, dans le Finistère, et donc qui a été oublié pendant plusieurs années. Et en fait, ce n'est qu'en 2014 que le chercheur archéologue Yvan Paillet, qui travaille à l'UBO, découvre qu'en fait il s'agit d'une carte qui date de 4000 ans et qui représente la vallée de l'Audet dans le Finistère. Pendant l'Antiquité, de nombreuses cartes sont produites. Donc à cette époque, la carte elle a un but plutôt pratique, elle sert à s'orienter, se repérer. Ce sont les cartographes grecs qui instaurent les bases de la cartographie comme on la connaît aujourd'hui. Et on peut citer par exemple les cartographes Thalès ou encore Aristote. Et impossible de parler de cette époque sans évoquer Ptolémée, dont on voit une carte ici, et qui représente une map monde d'une terre ronde
qui est placé à cette époque au centre de l'univers. Donc ça a été réalisé au IIe siècle. Au Moyen-Âge, très peu de cartes sont produites. Donc c'est une vision religieuse qui prédomine. Et les cartes réalisées, sur les cartes réalisées, on retrouve beaucoup de symboles. Et sur les cartes, il y a aussi un point de vue à la fois scientifique, historique et religieux. C'est à partir du XIIIe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, que apparaissent de nouvelles représentations cartographiques dans un contexte de développement du commerce maritime. Et ces cartes décrivent précisément les ports et les côtes, et ce sont les portulans. Donc ici, on voit un extrait d'un portulan qui s'appelle l'Atlas catalan et qui a été réalisé vers 1375. Plus tard, donc du XVe au XVIIIe siècle, la cartographie connaît des changements profonds. C'est l'époque dite des grandes découvertes et de nouveaux instruments de mesure sont créés. On peut parler de cette époque du cartographe Mercator qui fait des travaux de recherche sur les projections, des projections que l'on utilise encore aujourd'hui. Et donc ici on voit une map monde réalisée par Mercator en 1569. Au XVIIe siècle, la cartographie intéresse de plus en plus les États, d'un point de vue politique et militaire. Pour illustrer cela, on peut prendre par exemple la carte de Cassini, que l'on voit juste ici, et donc qui a été réalisée au XVIIIe siècle suite à la demande du roi Louis XV. C'est une cartographie précise de la France qui permet de connaître sur le territoire les espaces d'influence. Au XIXe et XXe siècle, la cartographie, elle est stimulée, la production de cartes, elle est stimulée par les conflits mondiaux qui règnent. Et enfin, aujourd'hui, donc on connaît il y a beaucoup de données qui sont diffusées, elle connaît une diffusion large et la donnée peut être créée par tous et toutes. Et depuis ces 10 dernières années, beaucoup de plateformes en ligne se sont développées. On peut prendre l'exemple de Google Maps qui est prédominant aujourd'hui et qui a plus ou moins le monopole. Merci Charlotte. Donc aujourd'hui, l'accès à la carte l'accès à la carte est facilité. N'importe qui avec son smartphone peut accéder à une carte ou acheter une carte dans un centre commercial. Il est donc important de connaître les processus qui amènent à cette cartographie et pour pouvoir remettre en question la carte. Donc qu'est-ce que la cartographie conventionnelle? Pour la définir, on prend le plus souvent une définition par son opposition, ce que n'est pas capable de faire la cartographie conventionnelle. Aujourd'hui, nous allons tenter de définir la cartographie conventionnelle par son but. Donc, un des premiers buts de la cartographie conventionnelle, c'est de représenter le monde le plus clairement possible. On parle d'une recherche d'une intelligibilité quasi universelle. Le second but de la cartographie conventionnelle est de représenter le réel de manière neutre et concrète. Le troisième but est de rendre visuelles des informations qui sont dites complexes pour pouvoir communiquer sur des problématiques qui le sont donc aussi. La recherche de ces différents buts apporte donc une normalisation de la cartographie. C'est pour cela qu'on parle d'une cartographie conventionnelle et c'est cette carte qu'on pratique le plus souvent. On peut parler pour le code de la cartographie conventionnelle, notamment de la sémiologie de M. Bertin. Mais pour vous présenter les limites de la neutralité de la cartographie conventionnelle, nous avons décidé de vous présenter cette carte que l'on pourrait trouver dans n'importe quel manuel scolaire d'un niveau lycée. Lorsque l'on produit une carte, on parle d'une intention cartographique. Le cartographe, par exemple, simplifie la donnée, ce qui donne sur cette carte qui représente la mondialisation une représentation par des flèches de seulement certains flux et d'autres flux qui sont dits que le cartographe n'a jugé que trop faibles, ne sont pas représentés. La seconde intention cartographique qu'on peut le voir sur cette carte a été un choix de symbologie. Pour représenter les flux, l'auteur de cette carte a utilisé des flèches, donc, ce qui simplifie grandement et occulte une grande partie des flux, donc, comme les flux de la migration qui sont représentés de flèches rouges.
Un des grands exemples de la subjectivité de la cartographie conventionnelle est celle de la projection, avec cet exemple de la projection Mercator, qui est une des projections les plus connues. On peut voir que sur cette projection, la Russie apparaît comme 2 fois plus grande que l'Afrique. Alors que dans la réalité, la Russie est en fait 2 fois plus petite. Il y a donc les cartes peuvent donc réellement mentir, et il est donc important de les remettre en question, notamment lorsqu'on connaît leur pouvoir. La cartographie conventionnelle s'illustre dans le pouvoir administratif à travers la carte, ce cadastre napoléonien qui sert à asseoir la propriété, mais aussi l'imposition. La seconde carte du pouvoir qui représente le pouvoir militaire avec une carte d'état-major. Ce sont les ancêtres des cartes IGN que l'on connaît tous aujourd'hui. La troisième carte sur cette diaporama représente le pouvoir économique avec une carte des concessions de charbon en Allemagne. Et il y a donc une division de la ressource minière qui apparaît sur cette carte. Le quatrième pouvoir est le pouvoir de souveraineté, donc avec un exemple qui est très intéressant, puisqu'en 2014, Google avait représenté différemment la frontière de la Crimée, avec sur le côté droit une frontière qui est fixe. Donc pour un utilisateur russe, en 2014, lorsqu'il allait sur Google Maps, la frontière était notifiée comme une frontière fixe. La Crimée n'était plus rattachée à l'Ukraine, mais bel et bien à la Russie. Alors que pour les utilisateurs des autres parties du monde, comme un utilisateur français, la frontière était en pointillé et représentait une frontière qui était disputée. Donc les cartes peuvent donc réellement mentir, en plus sur des pouvoirs et des points très importants. Il est donc important de les remettre en question, ce que la cartographie alternative fait très bien. Donc en effet, tracer un itinéraire, utiliser une carte, ce sont des choses que l'on fait au quotidien. Et ces cartes que l'on utilise quotidiennement, elles se veulent donc, elles tentent d'être objectives et neutres du monde qu'elles représentent. Mais comme on vient de le voir avec la présentation, ce sont des cartes qui répondent à des normes, qui n'informent pas leurs utilisateurs des potentielles déformations, d'échelle ou encore de projections qu'elles peuvent contenir et du pouvoir qu'elles véhiculent à travers elles. Et donc c'est dans ce contexte que dès les années 60, des cartographes, géographes américains tentent de représenter le monde qui les entoure, le processus qui les compose, qu'ils composent de la façon, de leur point de vue et en toute subjectivité. Et donc on peut par exemple citer William Bunge qui, dès 1960, décrit les outils qu'il produit comme étant de la cartographie et de la géographie critique. Et il publie en 1971 le livre Fitzgerald, Geography of a Revolution, qui décrit les changements sociaux et spatiaux de ce quartier à travers des cartes alternatives. Et c'est en 1970, à partir de 1970, que David Harvey décrit lui ce qu'il produit, les outils qu'il produit comme étant de la géographie et de la cartographie critique. Et donc ce sont ces premiers mouvements qui donnent un nom à la discipline de cartographie alternative et radicale. Et ce sont des cartes, à travers des cartes qui s'assument subjectives, contrairement à la cartographie conventionnelle. Donc maintenant, nous allons vous présenter plusieurs types de cartographie alternative. Voilà. L'un des grands types de cartographie alternative que l'on voulait vous présenter, c'est celle de la cartographie sensible, donc, qui est une cartographie qui vise à retranscrire l'émotion, mais d'une manière spatialisée. Donc, pour ce que la cartographie conventionnelle n'est pas capable de faire. Donc pour vous présenter cette cartographie sensible, nous avons décidé de vous présenter cette carte qui a été réalisée par Élise Olmedo et qui représente la perception de Marrakech pour Naïma, qui est une habitante d'un quartier défavorisé donc, de Marrakech.
Et cette cartographie vise donc à montrer la manière dont elle perçoit son territoire. Il est donc très intéressant, la complexité et la pluralité des manières de se représenter un même territoire et la méconnaissance de la cartographie sensible nécessite de la légender et de l'expliquer. Donc cette carte sensible se divise en deux pôles. Donc sur la partie droite, on voit un pôle domestique et sur la partie gauche, le pôle travail de Naïma. Donc la pôle domestique est composée d'un tissu peu onéreux, ce qui représente le quartier défavorisé, alors que le pôle travail est composé d'un tissu de mariage, donc d'un tissu onéreux, ce qui représente les quartiers plus favorisés où elle travaille. Donc cette carte est capable de montrer le ressenti et la représentation qu'a Naïma de son territoire. Pour prendre un exemple, on peut s'intéresser à l'exemple de la maison qui est entourée d'un grillage. Ce grillage représente le travail domestique qu'elle est obligée de faire chez elle. À l'intérieur de ce grillage, on retrouve des coutures pourpres qui représentent la violence qu'elle peut subir chez elle. Et l'ensemble de ces deux pôles est doublé d'un tissu marron qu'on ne voit pas qui est en dessous et qui représente l'oppression de genre. Donc elle ressent une oppression sur l'ensemble de son archipel de vie. La cartographie est très intéressante puisqu'elle permet d'étudier les discriminations dans la perception d'un même territoire et permet aussi de communiquer sur ces discriminations. Un autre type de cartographie alternative, c'est la cartographie participative. Donc, en effet, la cartographie, c'est souvent une discipline qui est associée aux chercheurs, aux ingénieurs ou tout autre spécialiste. Néanmoins, aujourd'hui, avec les nombreux outils et l'information, la donnée qui est accessible pour tout le monde, cette discipline devient de plus en plus accessible à un large public. Et en ce sens, beaucoup plus de personnes peuvent participer à la cartographie. Et donc, à travers des ateliers ou à travers une cartographie participative, ça permet de donner la parole à des groupes de personnes qui ne l'ont pas forcément. Dans ces projets-là, ils peuvent être mis en place dans des projets d'urbanisme ou encore d'aménagement du territoire où recueillir l'avis de la population est très important. Ça peut être aussi fait dans des projets d'aide humanitaire. Et donc pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple de ce qui a été fait cet après-midi lors du Mappathon. En fait, c'était un atelier de cartographie participative qui visait à cartographier le bâti non cartographié de la région de Morombe à Madagascar. Et donc pendant 3 heures, ce sont 40 personnes qui ont, en collaboration, cartographié cette région. Et donc plus tard, cela pourra servir à des ONG de venir en aide aux populations qui habitent là-bas en cas de catastrophe par exemple. Donc pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de ce matin, nous allons brièvement représenter la cartographie radicale. Donc la cartographie radicale s'oppose dans de nombreux points à la cartographie conventionnelle, notamment parce qu'elle assume pleinement sa subjectivité et s'éloigne volontairement des codes de la cartographie conventionnelle. Elle a aussi une dimension hautement politique, comme on peut le voir avec cette carte de Annick Desormeaux, qui est très puissante, qui s'est nommée « Paris, ses citoyens, sa banlieue, ses racailles ». Et on peut se rendre compte de la représentation très claire, rapide à lire et très politique qu'elle fait de Paris, avec une légende, les racailles autour de Paris, sur la périphérie de Paris, et les citoyens qui se situent dans Paris intramuros. La cartographie radicale est donc une cartographie qui assume sa subjectivité et qui est donc politisée. Alors, ce que l'on a pu voir dans cette première partie, c'est que la cartographie, c'est un processus ancien. Les cartes peuvent être aussi un vecteur de pouvoir, mais il existe d'autres façons de cartographier. Et selon des méthodes de cartographie dites alternatives, cette méthode permet de mettre en lumière, d'illustrer et aussi de dénoncer.
Donc maintenant, nous allons passer à la partie discussion de cette table ronde. Merci Charlotte, merci Mel pour cette présentation. Donc nous allons convier nos invités à venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. On va pouvoir prendre place pour la discussion. Et donc, en attendant, n'oubliez pas, si vous le voulez, de continuer ou de commencer votre carte de Brest, qui sera votre carte représentative de votre personne. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par vous présenter nos intervenants, que nous n'avons pas encore introduits. Donc, je vais commencer par vous, Neptis. Donc Neptis Sver, vous êtes chercheuse en histoire, vous êtes spécialiste des questions de culture des pays de langue allemande, spécialiste également du système d'information Isotype, si j'ai retenu la prononciation ce matin. Vous êtes également chercheuse qui collabore sur le site Vision Carto et vous êtes co-autrice du livre Cartographie radicale Exploration que vous nous avez présenté ce matin. Et donc, pour commencer cette présentation, j'ai une question simple à vous poser. Pour vous, quelle est votre cartographie alternative ? Je vous en prie, vous pouvez prendre le micro qui est devant vous. Alors, pour une définition en une phrase, ce serait mettre la puissance des cartes au service de la société civile. C'est parfait. Vous ne pouvez pas mieux dire. Merci beaucoup. Philippe Rekasevich, bonsoir. Vous êtes géographe, cartographe et information designer. Vous êtes également chercheur collaborateur sur le site Vision Carto et vous êtes co-auteur du livre Cartographie radicale Exploration. Vous venez de l'université d'Helsinki. Et donc, Philippe, la même question pour vous. Quelle est votre cartographie alternative ? Alors, puisqu'on doit le dire en une phrase, c'est avant tout un acte politique et sociale. C'est une pratique de la cartographie qui permet de rendre visible ce qui est invisible à nos yeux dans les processus. D'accord, merci beaucoup. Toutea Keno, bonsoir. Donc vous êtes enseignant-chercheur en géographie à l'UBO. Vous êtes spécialiste des questions de cartographie non aristotélicienne. Et vous avez notamment un projet de recherche sur la cartographie non aristotélicienne sur les pratiques de pêche lagonaire à Morée à partir de 2022. Et donc, même question, quelle est votre cartographie alternative ? Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. En une phrase, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais je rejoins mes deux collègues qui sont à ma droite. Je rajouterais juste peut-être que, en tout cas, moi, j'envisage les cartographie avec un S alternatif comme des supports qui permettent finalement aussi de capter, au-delà des représentations mentales, tout ce qui relève finalement de la sphère affective, voilà, les affectivités. D'accord, merci beaucoup. Donc Nicolas Philoque, bonsoir. Vous êtes graphiste, vous êtes l'auteur de la carte sensible de recouvrance dont nous allons parler ce soir. Vous êtes de Brest et donc la même question, vous n'allez pas y échapper. Quelle est votre cartographie alternative ? Donc moi, ça serait plutôt d'abord un travail... moi, je pense en graphiste, donc en auteur, donc ça veut dire que c'est une forme d'œuvre qui termine un travail en amont, qui est un travail de réflexion sur une situation et puis sur des rencontres. Donc voilà, comment partager ça ? D'accord. Et comment amener ces questionnements-là de façon plus ouverte pour le public. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, Anaëlle Duchesne, bonsoir. Vous êtes membre de l'association Coucou-Recou. Vous avez participé donc, à la mise en place et à l'élaboration de la carte sensible de recouvrance. Et donc, vous ne faites pas forcément de carte, mais j'imagine que vous avez une question sur l'utilité des cartes sensibles. Quelle est pour vous quelle est votre cartographie alternative ou votre carte sensible? À quoi ça peut vous servir? Bonsoir tout le monde. J'ai préparé cette table ronde avec tout mon collectif, tout le collectif de Coucou-Recou. Donc je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du collège de Coucou-Recou.
Donc on en a discuté, et l'idée c'était de se dire que c'était tout ce qui a été dit précédemment, on en a parlé évidemment, et en complément, c'est vraiment des cartes qui pour nous sont faites par les gens qui vivent le territoire, si on doit compléter ce qui a été dit précédemment. D'accord, merci beaucoup. Donc pour cette table ronde, ça va se dérouler en 3 parties. Donc nous allons commencer par vous parler du développement de la cartographie alternative en reprenant quelques bribes historiques, mais très brièvement. Nous enchaînerons ensuite sur la conception d'une carte alternative, le processus qu'il y a dans la création d'une carte. Et enfin, nous nous attarderons sur l'intention de la carte alternative, quel est le message et l'intérêt qu'il y a derrière cela. Je vais laisser la parole à Maëlys. Merci Mathilde et merci à tous les 5 pour cette introduction. Donc effectivement, nous allons commencer par nous intéresser aux origines de la cartographie alternative. Neptis, Philippe, cette première question s'adresse à vous. De ce que nous avons pu voir après l'exposé de Charlotte et Maëlle, la cartographie alternative est un mouvement relativement récent qui date du début des années 2000 en Europe. Existe-t-il des mouvements plus anciens et comment s'est formée la cartographie alternative ? Oui, alors comme dit ce matin, nous hésiterions à parler de mouvements. Ce sont des phénomènes diffus, éparses à travers le monde. Comme vous l'avez très bien présenté tout à l'heure, on parle de Bungay, on parle de Harvey. Parlant de Bungay et montrant son livre Fitzgerald, il ne faut pas oublier qu'il est issu du travail qui a été effectué par Gwendolyn Warren. Et un des principes de la cartographie alternative, c'est aussi de se questionner, de se critiquer, d'avoir une démarche critique par rapport à ses sources et par rapport à la représentation et la diffusion de l'information. Dans les années... le plus simple, et pour faire court, c'est tout simplement de dire que le terrain rencontre l'université. Pourquoi ? Parce que vous avez ce travail qui se fait sur le terrain, notamment dans les Amériques, tout au nord, tout au sud, parmi les autochtones qui vont défendre leur usage du territoire par la production de cartes, avec l'aide de différentes associations, avec l'aide de l'Église catholique, déjà dans les années 60. Et dans les années 70, vous avez ces 2 expériences aux États-Unis de ces 2 géographes rebelles et d'une équipe universitaire à Detroit pour Bungay, qui vont faire de la cartographie critique pour Bungay, de la cartographie et géographie, bien sûr, radicale pour Harvey. Donc ce sont des gens qui perdent leur poste à l'université. Harvey finit chauffeur de taxi au Canada. Ils sont taxés de communisme, c'est l'époque du macartisme. Ces personnes mettent tout en jeu. Pourquoi ? Parce qu'elles ne supportent plus la façon académique de faire des cartes. Voilà. Et à partir de ce moment, vous avez des évolutions lentes, certainement, des apparitions ici à droite et à gauche. Et à partir des années 2000, le principe est découvert ici sur le continent européen. Et le mariage avec des urbanistes, avec des architectes, avec des artistes va lui donner une envolée. Et depuis, les expériences se multiplient. Et au niveau mondial, et l'outil c'est vraiment démocratisé. Je rajoute une petite chose. On peut aussi remonter un tout petit peu plus loin dans l'histoire. À partir des années 60, elle est nommée cette pratique. On va essayer de ne pas dire que c'est un mouvement, etc., mais plutôt une pratique spécifique de la cartographie, de la représentation visuelle du monde. Elle est nommée critique, radicale, alternative, et vont arriver en fait toute cette terminologie qui vont tenter de la définir. On en a parlé ce matin, la contre-cartographie, la cartographie participative, collective, sensible, émotionnelle, etc. Et tout ça va venir entre les années 60 jusqu'à nous en fait. Mais un petit peu plus tôt, il y a aussi des pratiques cartographiques des précurseurs et des précurseuses dont on a parlé ce matin, déjà dès le début du 19e siècle. Et ce qui les relie en fait tous entre eux, c'est que nous pensons qu'ils sont très à l'étroit dans les modes de représentation qui leur sont imposés, qui sont les conventions, et qu'ils ont besoin d'autre chose. Et qu'en fait ce sont des cartographes radicaux ou critiques, mais ils ne le savent pas. William Playfair, Otto Neurath, Minard, et même Élisée Reclus et Charles Perron, qui ont relativement peu produit une cartographie très fancy comme ça. Et c'est ça que je veux rajouter.
Cette pratique de la cartographie, elle préexiste déjà bien avant, simplement, elle est en gestation, elle n'a pas le nom de cartographie, ça reste de la géographie, voilà, c'est de la géographie qui rentre par la fenêtre, un peu, c'est plus... Très bien, merci pour votre réponse. Vous nous avez envoyé cette carte, est-ce que vous voulez la commenter Voilà, alors cette carte illustre pour nous ce qu'est la cartographie radicale. Donc après les années 2000, son usage se perfectionne. Donc ici vous avez le groupe de Buenos Aires, Iconoclastistas, qui organise des ateliers à travers l'Amérique du Sud et met à la disposition de n'importe qui, vous trouvez tout en ligne, une sémiologie conçue avec les personnes et des fonds de cartes et présente ses projets. L'idée c'est quoi? C'est d'outiller les gens avec tout un arsenal leur permettant d'exprimer leurs problèmes. Et ici, vous avez une magnifique carte qui choisit donc la projection Gall-Peters avec le nord au sud et qui thématise la question de la Terre, de l'usage de la Terre. Leur choix, les deux personnes qui animent ce groupe sont intersectionnelles et c'est de représenter surtout des femmes. Pourquoi? Ce sont les femmes qui travaillent la Terre. Et ici, les symboles sont féminins, avec cette femme qui va accoucher du monde. On est dans la mouvance qu'on dit altermondialiste, Via Campesina, et toutes ces luttes, Via Campesina, pour préciser, c'est une organisation mère qui chapeaute différentes associations de défense de l'usage de l'espace de vie, de plusieurs millions de personnes. Ce n'est pas anodin. Et cette carte représente ces territoires en vert où on pourrait vivre d'agriculture vivrière et les luttes que ces personnes, notamment ces femmes, doivent entreprendre. La légende n'est pas très claire, mais c'est les mines géantes, l'agro-business, la pollution par les hydrocarbures. Ce type de luttes sont localisées sur les cartes. Et on ne le voit pas très bien ici non plus, mais très important en jaune. Donc les continents, en bas, contourés en jaune, sont en fait les pays des sièges de ces multinationales. Donc on voit que les personnes qui vont exploiter les richesses de ces régions ne se trouvent pas sur place. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais cette carte, elle est assez représentative de l'audace de la cartographie radicale, du message qu'elle envoie et de cette confrontation des échelles du global au local. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse. Afin de continuer sur les origines de la cartographie alternative, Toutea, je m'adresse à vous. Vous êtes originaire de Polynésie française. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que la cartographie conventionnelle n'est pas adaptée à la représentation de certaines problématiques ou de certains territoires, comme la Polynésie française par exemple? Alors ouais, c'est une question assez vaste. Je vais essayer d'y répondre de manière résumée, mais en fait, bon, ça engage que moi, mais si on regarde quand même bien la cartographie conventionnelle, on se rend compte que finalement la façon de représenter les éléments qui apparaissent sur cette carte, sur ces cartes-là, bien obéissent à une logique qui est celle d'Aristote, qui reprend en fait les trois principes d'Aristote, qui sont l'identité, donc A et A, la non-contradiction, A ne peut pas être non A, et finalement le tiers exclu, où il n'y a pas d'intermédiaire entre A et non A. Alors pourquoi je dis ça? C'est simplement si vous regardez les cartes conventionnelles, dessus, eh bien vous avez des objets, d'accord? Des objets qui sont délimités, qui s'identifient, qui se distinguent par rapport aux autres, par des limites en fait qui sont nettes, figées la plupart du temps, mais surtout nettes et rigides. Ce qui fait que finalement, si on pousse un peu plus peut-être le raisonnement, on sait que la carte, vous l'avez mis en avant tantôt dans l'intro, elle est performative, finalement la carte. Du coup, en raisonnant de cette manière-là, en voyant l'espace de cette manière, celle que je viens d'évoquer tantôt, et en représentant l'espace selon cette logique-là, eh bien, finalement, ça conduit quelque part à des exclusions, quoi. Finalement, presque à tous les niveaux, entre les humains
entre eux, humain-humain, humain versus non-humain. C'est ce qu'on a quand on a des mises sous cloche, par exemple, quand on met en place des aires protégées, ou chez moi, par exemple, des aires marines protégées ou autres. Et puis des exclusions aussi entre non-humain et non-humain. Alors pourquoi ça bloque en Polynésie, mais d'ailleurs c'est pas propre à la Polynésie, je pense que il y a quand même une grande partie de la communauté océanienne qui est concernée par cette problématique-là. C'est que nous, historiquement, on se définit, on est une culture qui se définit quand même par la notion de continuum. Et ce continuum-là, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est triple. C'est un continuum entre la nature, la culture, qu'avait mis en avant Philippe Descola déjà depuis un moment, mais qui chez nous était voilà, c'était là. Continuum nature-culture, continuum qu'on retrouve aussi dans d'autres îles ici, un peu partout, terre-mer, et puis continuum entre humain et non-humain. Alors quand on parle de non-humain chez nous, on fait plutôt allusion là, à toute la verticalité qu'on a, donc au-delà des animaux évidemment, tout ce qui est défunt, divinité, d'accord ? Alors ça peut paraître, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, je vais essayer, mais ça peut paraître étrange, mais c'est vrai qu'en Polynésie, je prends le cas juste de la Polynésie française, j'entends, c'est vrai qu'on est rentré finalement dans l'ère de la modernité il y a à peine plus d'un demi-siècle. Donc si vous voulez, ça n'a pas suffi pour éradiquer tout ça, et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est toujours en vigueur, et si vous voulez, tout ça, finalement ça ne rentre pas dans ces cadres-là. D'accord ? Quand vous venez et que vous mettez en place par exemple des zonages environnementaux, des aires protégées avec des limites fixes, finalement vous isolez les usagers, entre guillemets, soit de la terre, du lagon ou des deux, de leur milieu. Quoi. Et donc ça pose problème. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous trois de cet éclaircissement concernant les origines de la cartographie et la définition de la cartographie alternative. Nous allons à présent passer à la conception d'une carte alternative. Mathilde, je te laisse la main. Merci. Oui, donc pour aborder la question de la conception d'une carte alternative, je vais m'adresser à vous, Anaëlle, par rapport à la carte sensible de recouvrance. Donc voilà la carte sensible de recouvrance que l'on retrouve aussi sur les grilles à l'entrée. Donc cette carte sensible de recouvrance, vous l'avez faite dans le cadre du collectif Kukuroku auquel vous appartenez. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous la présenter et ensuite nous expliquer comment est-ce que cette carte a été conçue, de quoi elle émane? Alors déjà pour la présenter, c'est dire qu'elle est belle. Voilà, on la trouve très belle. On l'a faite avec Nicolas, ici présent. On l'a faite avec tous les habitants de Rokou, qu'on a pu interroger notamment, et que Lou et Thaïs, qui sont des stagiaires qui sont venus à Kukuroku, de GeoArchi, qui se sont proposées, et on a travaillé avec elles pour un recueil de données. Donc elles ont recueilli énormément de données en amont pour pouvoir réaliser la carte. Plus de données d'ailleurs que ce qu'on avait éventuellement besoin pour la carte, mais du coup c'était intéressant pour elles aussi. Et donc cette carte, c'est une des couches successives. Bon, on voit qu'il y a une base, mais ça Nicolas pourra le dire peut-être plus précisément que moi. Dans la réalisation, une base, on repère quand même le pont, recouvrance, etc. Après, c'est des couches successives en fait d'idées. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une grosse méthodologie. Ça s'est fait par ajout d'idées. Nicolas avait des envies de représentation sur la carte qu'il présentera tout seul. Nous, du côté de Kukuroku, on avait envie vraiment qu'il y ait des citations d'habitants, qu'il y ait des informations qui soient posées. Le but de cette carte, le point de départ, c'était de dire c'est une photographie du quartier à l'instant T, parce que c'est un quartier qui est en renouvellement urbain, qui va beaucoup évoluer. Donc potentiellement les habitants les habitants actuels risquent de ne pas forcément rester. Et donc pour nous, il y avait un enjeu à cette représentation de la carte à ce moment-là. C'était aussi une manière de donner une autre image du quartier, dans le sens où, suite au projet d'environnement urbain, et puis il y a eu beaucoup de concertations sur le quartier, ces concertations ne touchent pas forcément les habitants qui ont été interrogés pour la carte. Et du coup, la représentation, on va dire, de la ville de Brest sur le quartier de recouvrance essaie de gommer ou de lisser ou de donner une image peut-être plus polissée.
de ce quartier. Et notre but, c'était vraiment de faire ressortir du coup, les différentes aspérités, les différentes réalités du quartier par les gens qui y vivent et non pas par des personnes qui n'y vivent pas forcément et qui du coup parfois ont une image un peu particulière ou qui ont des enjeux justement de représentation du quartier qui ne sont pas celles des habitants eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est des couches successives, donc il y a des petites citations, il y a des mentions plus géographiques, il y a le nom des rues, il y a des éléments en couleur, il y a la représentation par exemple des squats qui ont été expulsés, les points cardinaux visent vers d'autres lieux autogérés, donc voilà, ça c'est des choix... En fait, en écoutant l'introduction tout à l'heure, je me suis rendu compte que la carte était donc sensible, elle était aussi participative et elle était aussi radicale, donc c'est super, voilà. Mais effectivement, voilà, c'est des couches successives d'envie, etc. Donc celle de Kukuroku, c'était celle-ci, et peut-être que Nicolas va présenter les siennes. Merci Naël. Ma prochaine question s'adresse à Nicolas, donc c'est parfait. Et donc, dans le cadre de cette carte sensible de recouvrance, nous voulions vous demander comment est-ce que vous avez choisi de la représenter, quels étaient les choix qui ont été faits, pourquoi cette carte a cette représentation-là, comment l'avez-vous construite ? Oui, recouvrance c'est intéressant parce que la commande elle émane de la soupe Kukuroku, ça c'est quelque chose qui est important pour moi du coup en tant que graphiste de tenir compte du commanditaire et il y a tout ce travail de récolte de paroles. Recouvrance n'a pas d'existence de limite fixe, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de tentative de délimiter. Il y a du coup une obligation d'aller chercher dans l'histoire de recouvrance pour savoir quelle était ces différentes frontières. Et là, politiquement, ça n'existe pas, recouvrance. À différents endroits, ça peut exister, mais c'est jamais vraiment les mêmes formes. Donc il y a tout un travail là-dessus. Et puis après, il y a aussi le fait d'aller chercher des choses qui sont de l'histoire qui est aussi familiale. Genre, mes grands-parents, ils étaient à recouvrance avec des maisons castors, enfin ce genre de choses. Donc c'était important que ça apparaisse. Dans cette chose-là, il y a le fait que recouvrance sur Google Maps, ça apparaît peu, puisque c'est tout flouté. Alors que, parce que la partie au milieu est militaire, mais c'est flouté beaucoup plus largement. Donc il y avait aussi l'envie de montrer un peu ce qu'étaient les bâtiments. Donc je les ai un peu tous dessinés. Et ce choix de cadrage qui est très fort, c'est de dire à un moment, on met pas la mer, on met pas les endroits dont on parle tout le temps, on va laisser cette espèce de centre militaire avec une espèce de camouflage et on l'oriente d'une façon qui nous intéresse, parce que recouvrance c'est vraiment vécu comme ça, comme une montée. Donc je souhaitais que la carte soit orientée de cette manière-là. Après, il n'y a pas les clichés de Brest, il n'y a pas le pont de recouvrance, il n'est pas dessiné. Et il y a un endroit qui n'est pas dessiné, volontairement, c'est toute la partie des Capucins, que j'aime pas du tout, donc j'avais vraiment pas envie de dessiner cet endroit-là. J'ai dessiné le bas, mais le haut, c'était vraiment un choix. Après, il y a aussi une histoire, c'est qu'il y a une asso en 2000 qui s'appelle Danse sur la Capucine, qui naît en disant... participons à l'urbanisme de Brest, et puis cette association va péricliter, la ville de Brest va jamais l'écouter. Donc il y a aussi un moment de cette question de savoir je pensais aux ateliers populaires d'urbanisme, en fait, comment ça devient un outil pour penser ce qui a déjà été fait et ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il y a cette frange sur le côté, vous pourrez voir qui est une petite histoire du commerce de la rue de la Porte, un début très parcellaire, mais je pense que vraiment ça raconte quelque chose, cette succession des commerces dans cet endroit-là, qu'on en parle peu ou mal, ou en tout cas qu'il faudrait se pencher sur cette question-là, et que c'est une petite histoire mais qui a du sens. D'accord, merci beaucoup. Dans le même courant, je vais interroger Philippe concernant justement vos dessins et vos cartes manuscrites que l'on retrouve souvent dans votre livre d'ailleurs. Et je voulais vous interroger sur l'intérêt que vous avez à réaliser des cartes manuscrites par rapport aux nombreuses cartes qu'on peut connaître qui sont faites par ordinateur. Oui, au crayon de couleur, ça peut paraître bizarre, on est à l'ère technologique.
et numérique à ce point que c'est un peu curieux tout à coup de revenir au crayon. Mais juste avant ça, pour juste rebondir sur la carte, je suis toujours très ému de ces dessins cartographiques ou de ces cartes sous forme d'esquisse, soit première, soit un petit peu plus affinées, parce qu'on y détecte et on y ressent l'émotion et la sensibilité. Alors, je le dis en introduction parce que je ressens de l'émotion à voir cette carte, sans nécessairement trop comprendre ce qui sous-tend la carte elle-même, c'est-à-dire pourquoi vous l'avez faite, pourquoi le collectif l'a fait, qui a été intégré, quel en est l'usage, est-ce que ça retrace des pratiques territoriales des habitants, ou est-ce qu'ils l'ont fait pour revendiquer une forme de pouvoir ou de souveraineté sur le devenir de l'espace et du territoire. Et j'aime bien que ces questions soient en suspens, que ce soit un peu un mystère, puisque c'est justement l'esquisse incertaine qui le dit. Pour nous, l'esquisse cartographique, elle est revenue à un moment, on est rentré dans l'ère digitale au début des années 90 avec l'arrivée des logiciels de dessin vectoriel et de dessin, les premiers logiciels automatiques. Et le retour à l'esquisse a été un hasard. J'ai parlé du livre Images de pensée des éditions de la Réunion des musées nationaux. Il faut consulter ce livre. On commence par le dessin, et pour concevoir une œuvre ou quoi que ce soit, c'est le dessin. L'idée de l'esquisse ici, elle est triple. La première idée d'utiliser l'esquisse, et ici vous avez cet exemple avec le monde vu de Moscou, qui est en fait l'image de pensée, c'est-à-dire la restitution immédiate d'un entretien avec des citoyens polonais, de ce qu'ils me disent. La question c'est: comment voyez-vous la Pologne dans l'Europe? Et ils parlent. Et moi, au lieu de prendre des notes, je fais ce dessin. En fait, ce dessin, c'est une des transcriptions, une transcription directe. Alors évidemment, elle est très fouillie, on n'y comprend rien, mais quand on la regarde d'un peu près, c'est une carte à lire, on y détecte des éléments qui sont très intéressants. Et la carte de droite, c'est la synthèse de cette multitude d'esquisses qui sont simplement, c'est de la prise de notes cartographique que j'ai synthétisée pour en faire une carte qui est une vision de l'Europe un petit peu iconoclaste, qu'on ne voit pas. Donc la première idée, c'est de réhabiliter, de remettre l'être humain au centre de la carte, de réhabiliter l'émotion. Ça, c'est numéro 1. Alors là, on ne le voit pas, je vous ai présenté ce matin une carte qui était la carte des morts aux portes de l'Europe. C'était une carte numérique, mais à l'origine, c'était une carte qui était dessinée, qui a été présentée d'ailleurs dans le cadre d'une exposition au Musée d'Art Moderne à Vienne. Et quand on a inauguré l'exposition, devant cette carte se tenaient les migrants avec lesquels on avait travaillé pour les entretiens. Moi, j'étais un petit peu derrière. Et puis, un des migrants camerounais qui avait témoigné de son itinéraire migrant, après 2 minutes, et c'est long, 2 minutes, quand on est dans le silence, regarde la carte et dit, la carte était crayonnée, il y avait ces gros ronds rouges, etc. Vraiment, on sent que le cartographe, quand il a dessiné cette carte, il était très en colère. Et à ce moment-là, ça a donné le titre d'une exposition qui s'est baladée un petit peu partout, Cartes en colère. Et j'ai compris qu'on pouvait réhabiliter l'émotion dans une carte thématique, géopolitique, économique, émotion qui généralement était totalement absente. On n'ouvre pas le monde, on ne regarde pas une carte en se disant « Oh là là, mon Dieu, là le cartographe il était super en colère ». Non, la carte elle illustre un texte, elle illustre une idée. Donc numéro 1 c'était ça. J'avais aussi envie de montrer que l'idée qu'une carte doit être super précise et de représenter les objets géographiques exactement là où ils sont, c'est vain. En fait, cette carte, elle ne peut pas être objective, elle ne peut pas être la vérité vraie, elle ne peut pas être une représentation fidèle de la vérité. On le montre, on soutient cette idée que la carte est un objet tout à fait subjectif. Et donc la deuxième idée ici était de réhabiliter l'imprécision géographique. Qu'une route, de toute façon, même sur une carte au 1 millionième, l'épaisseur du tracé d'une route, elle fait déjà 500 mètres de large. Donc on est loin de la réalité. Même sur une carte topographique qui dit représenter fidèlement la réalité, en fait non. D'abord, il y a plein de lieux floutés, parce que c'est stratégique. Les routes, elles font 500 mètres de large si on les reporte dans la réalité, etc. Donc cette idée de vraiment dire ce qui n'est pas important, c'est pas exactement précisément où sont les choses, c'est de montrer les relations entre les choses, c'est-à-dire d'essayer de mettre en valeur les processus, les relations, pour montrer comment le système fonctionne. Et la troisième idée derrière ça, qui est apparue un petit peu plus tard, c'est de rendre au peuple la possibilité de faire des cartes. D'abord parce que pendant très longtemps, la production cartographique et la fabrication des cartes a été vraiment
le domaine non partagé de l'État. C'était vraiment un monopole absolu, et de toute façon, faire de la cartographie a coûté très très cher jusqu'aux années 90, jusqu'au moment où va se démocratiser l'outil, vont se démocratiser les outils, etc. Et simplement, maintenant, c'est ce qu'on montre dans un atelier, et c'est cette troisième idée, qu'avec une feuille blanche, des crayons de couleur ou même un crayon noir, si on a une méthodologie, une idée, une intention cartographique, ce qu'on veut représenter, quoi que ce soit, précipitons-nous sur la carte, essayons de représenter nos itinéraires de vie, les lieux qui sont importants pour notre identité culturelle, quoi que ce soit, ou même simplement ce qu'on pense du monde, ce qu'on connaît du monde, avec un fond de carte ou sans fond de carte. Eh bien, le peuple, les gens, les citoyens, les citoyennes peuvent se réapproprier cette possibilité, c'est un nouveau mode d'expression duquel ils étaient complètement exclus, évidemment, pour pouvoir s'exprimer différemment. Et les ateliers de cartographie expérimentale que nous menons relativement souvent un petit peu partout en France, aussi en Europe, montrent que cet outil, eh bien, les participants et les participantes s'en emparent pour exprimer des choses qu'ils n'auraient même pas pu exprimer par le texte. Y compris par exemple, je commence à le voir et c'était assez surprenant, des gens qui ont vécu des traumatismes et qui ont décidé de cartographier ces traumatismes, des épisodes de violence, des épisodes de maladie mentale, des épisodes épileptiques, pour des résultats époustouflants. Visualisés, accompagnés d'une narration un petit peu poétique ou un peu littéraire, des événements qui n'ont rien à voir avec la géographie, mais qui ont à voir avec un vécu personnel qu'on peut transformer en une représentation visuelle. D'accord, merci beaucoup pour toute cette analyse. Je vais laisser la parole à Maëlys pour la suite, pour que nous accélérions un peu le rythme, pour tout pouvoir poser. Merci à vous. Neptis, vous utilisez une méthode de représentation complètement différente du dessin. Vous utilisez le langage de l'isotype. On retrouve beaucoup d'illustrations dans votre livre, notamment celle-là qui utilise ce langage-là. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'isotype et quel est l'apport de l'isotype à la cartographie alternative? Oui, alors l'isotype, on est chez des précurseurs de la cartographie radicale. Pourquoi ? On n'est pas dans l'esquisse, on n'est pas dans le crayonné. Pour arriver à ce type de carte, bien sûr, il y a tout le processus de création. On a dans les archives de Reading, de Vienne, de Haarlem, aux Pays-Bas, énormément de sources qui montrent comment ont été inventées ces cartes. Ici, il s'agit... donc l'isotype est connu pour son design, pour ces pictogrammes que nous utilisons partout aujourd'hui dans la communication, dans les transports. Il a été conçu à partir des années 25 comme un langage mis à la disposition des gens pour que les gens se l'approprient. Donc ce sont des images très simples, épurées, il n'y a que 3 informations essentielles par document, généralement des diagrammes à barres, mais aussi des cartogrammes avec un fond de carte, dont on va pouvoir se passer par la suite. Et revenez à l'autre, s'il vous plaît, je vais juste expliquer un apport absolument fabuleux à la sémiologie cartographique ici. Représenter des flux économiques, cela ne va pas se faire à partir du dessin des flux, mais tout simplement par un système logique. Vous avez ici le commerce du café, du cacao et du thé mondial. Quand vous avez ces éléments, le symbole de ces éléments sur une barque pleine, ce sera une exportation. Quand le symbole est évidé, c'est une importation. Quand il n'y a pas de barque, c'est une consommation locale. Donc on arrive à régler par un processus très astucieux un problème sémiologique qui est matérialiser les flux. Et surtout, l'intention, c'est de le rendre très lisible, immédiatement lisible. Et bien sûr, l'information étant réduite au plus simple, de la comparer avec celle d'autres cartes. Donc vous avez d'énormes albums de l'isotype, vous avez eu des expositions un peu partout et des reprises sur tous les continents de ce système. Et l'image suivante, je l'ai présentée ce matin, donc je vais faire très vite, elle montre comment on s'est passé du fond de carte en matérialisant seulement les grandes localisations des phénomènes, avec l'idée que représenter des phénomènes socio-économiques, c'était toujours représenter l'espace. C'est en cela que ce sont des cartes. Voilà. Et l'apport à la cartographie radicale, elle est sur le plan sémiologique, mais elle est aussi sur la démarche, c'est-à-dire à destination du public,
pour que le public s'en empare et après conçoive ses propres cartes. Il y a eu énormément d'expérimentations dans les écoles à Vienne dans les années 30. Et l'autre apport, c'est justement cette intention politique, c'est-à-dire comparer des éléments. On va comparer par exemple la mortalité infantile aux revenus des parents, et cela par quartier dans Vienne. Et c'est le public lui-même qui va créer les relations, découvrir les relations, en discuter. L'intention étant de fournir des arguments, d'apprendre aux gens, que les gens s'apprennent eux-mêmes à argumenter. Très bien, merci beaucoup. Nicolas, en cartographie alternative, des choix sont faits au niveau de la représentation, des choix graphiques et certains types de représentations qui sont très différents des représentations habituelles, comme celle de l'isotype, peuvent être utilisées. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt de sortir des codes des représentations conventionnelles? Après, isotype, mais du coup, c'est dans le courant du graphisme, c'est très présent, cette volonté de vouloir un langage universel et cette tentation de vouloir parler à tous de la même manière, mais du coup, non, c'est que moi je crois au pas de côté et aux choses produites de façon plus locale, avec des choses qui nous touchent. Je ne veux pas dire que ça marche pas, hein, mais c'est vraiment un autre endroit, clairement, un endroit du doute. Après, il y a plein de choses. Il y a l'usage de la carte pour, je veux dire, artistique, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la carte mentale, donc moyen d'exprimer une façon de penser. Et puis là, il y a vraiment quelque chose de très géographique, du coup, en même temps retrouver les codes là, quand je fais une carte de recouvrance, je souhaite que les gens puissent s'y repérer aussi. Enfin, on pourrait faire une carte de recouvrance. Il existe des cartes sensibles où on ne se repère pas, mais on repère d'autres choses. Mais en tout cas, on ne se repère pas géographiquement. Donc là, c'est ce choix-là qui est fait. D'accord, merci. Donc effectivement, ça vient en lien avec la question suivante pour Toutea. Cette question, elle est d'ailleurs au cœur de votre programme de recherche. La cartographie alternative cherche à se détacher d'une certaine manière et selon les représentations de la cartographie conventionnelle. Mais pouvez-vous nous dire de quelle manière est-ce que malgré tout la cartographie alternative reste dépendante de cette cartographie conventionnelle? Personnellement, moi je dirais pas que la carto alternative est dépendante, que ça se passe que dans un sens, en fait. Elles sont interdépendantes. Finalement, quand on regarde les choses, encore une fois, c'est un point de vue qui se discute, forcément, qui vaut ce qu'il vaut, c'est subjectif. Mais quand on regarde la cartographie objective, quelque part, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est un langage, c'est un outil de communication, mais qui est très... je parle de la cartographie conventionnelle, qui est très objectiviste, quoi. C'est-à-dire que la carte, comme on a l'habitude de voir sur Google Maps ou autre, de manipuler, elle écarte de son champ d'application tout ce qui, on va dire, tout ce qui relève des représentations, en fait, des déterminations de l'esprit. En fait, elle va cartographier ce qui, ou du moins mettre en forme tout ce qui résiste aux représentations mentales, qui elles sont fluctuantes. A contrario, si on regarde tout ce qui tombe de mon point de vue dans la catégorie des cartes alternatives, là on est à contrario sur quelque chose, justement, sur des supports qui ne jurent bien que par ces représentations mentales-là, ces déterminations-là. Donc on peut se poser la question, quoi. On peut se demander, donc oui, carte conventionnelle, vous l'avez mis d'ailleurs tout à l'heure dans l'intro, carte conventionnelle, carte alternative.
Mais est-ce que finalement, est-ce qu'un objet, je pose la question comme ça, hein, peut-être pas innocemment, mais est-ce qu'un objet qui apparaît sur une carte conventionnelle, finalement, est-ce que cet objet-là existe par lui-même, ou alors a besoin quand même d'un esprit, on peut appeler ça comme on veut, de représentation mentale pour finalement exister? Et puis de l'autre côté, est-ce que nos représentations mentales, est-ce qu'on peut faire fi finalement de la localisation, de l'aspect spatial, parce que finalement presque tout, bon, je ne parle pas de l'imaginaire, là c'est encore un autre sujet, mais dans les cartes alternatives, finalement il y a toujours finalement un ancrage dans l'espace. Alors, eh bien, pour cette raison, moi je pense que la carte conventionnelle et la carte alternative sont interdépendantes. Alors dans le sens que la carte alternative soit spatialisée ou géographique, on appelle ça comme on veut, et puis se rattache à une réalité, entre guillemets, physique, ça pose pas tant de problèmes que ça. Mais dans ce que je suis en train de mener en ce moment, c'est vrai que c'est plus difficile dans l'autre sens, à savoir que vous ne pouvez pas imaginer qu'un objet considéré comme inerte puisse exister par lui-même sans avoir une contrepartie subjective. Mais je pense que ça se défend. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, afin de faire le bilan de tout ce qui a été dit, Philippe, pouvez-vous, à l'aide d'une carte que vous nous avez envoyée, nous expliquer comment distinguer une carte alternative d'une carte conventionnelle? Oui, alors, on n'avait vraiment que l'embarras du choix. Cette petite géographie de la guerre, ces deux exemplaires font partie d'un projet de recherche qu'on mène depuis longtemps, pour savoir comment on représente la guerre dans le monde, là où il y a la guerre, là où il n'y a pas la guerre. Et au fond, donc, vous avez à gauche une représentation relativement conventionnelle, qui est un document qui a été produit il y a déjà au moins 20 ans, donc il n'est naturellement pas à jour, mais il reste valable pour l'explication. Et à droite, une carte un peu plus fouillée, qui est une représentation alternative, en ce qu'elle rend visible des éléments de la géographie de la guerre qui sont habituellement tout à fait invisibles sur des représentations conventionnelles. Et c'est naturellement au programme de première ou terminale, et en général on aura des représentations comme cette carte que vous voyez ici à gauche. Alors, comme on ne voit pas bien le fond de carte, en fait il est renversé, le nord est à gauche, le sud est à droite, et puis on a alors, en fonction de là où on se place, l'est plutôt en haut de la carte et l'ouest au sud. Oui. Où on a simplement posé, et c'est la représentation conventionnelle, les lieux des conflits, les lieux où il y a de la tension politique, des conflits ouverts, des conflits gelés, sans trop de distinction. Dans des versions un petit peu plus fouillées, on peut faire la distinction entre les conflits internationaux, les guerres civiles, voilà, on ne va pas choisir la même symbolique, ou éventuellement des zones de forte tension politique ou des violences politiques, c'est des niveaux de violence qui sont un petit peu moins forts, un peu moins puissants que une guerre ouverte au canon. Et puis il y a maintes manières, je dirais, de définir et de qualifier un conflit. Soit il est international, soit c'est un conflit conventionnel, soit c'est des attentats, soit c'est de la terreur. Voilà. Il y a de très nombreuses manières de le faire. Mais il y a des acteurs dans la systémie de la géographie des conflits dans le monde, il y a des acteurs qui sont toujours absents et qui donnent une vision très incomplète, voire biaisée de ce que représente la guerre dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ces recherches. On présente donc cette carte petite géographie de la guerre au XXe ou XXIe siècle, où on a essayé déjà de qualifier les conflits, de les relocaliser. Alors c'est vrai ce que tu dis, et tu as raison, puisqu'on dit que la cartographie, c'est vraiment la rencontre entre le réel et l'imaginaire, et que c'est un mélange des deux, et que c'est un dialogue entre les deux. C'est basé sur des faits réels, mais en fait on représente comme on comprend. Et vous mettez 10 géographes, cartographes devant un même problème, et vous aurez 10 cartes différentes qui auront un tronc commun, parce que c'est du réel commun, mais dont l'interprétation sera différente et donneront des représentations différentes. Comme des économistes peuvent avoir des visions ou des interprétations différentes sur des phénomènes, c'est exactement la même chose. Et ici, on fait ce travail de superposition, on va superposer les couches des conflits qu'on va qualifier, et puis on va y réintégrer des acteurs qui sont absents en général des cartes. Là, vous voyez, ces traits rouges, par exemple, représentent les interventions extérieures
qui vient de zones qu'on a toujours représentées comme étant des zones en paix, où il n'y a pas de guerre. Les États-Unis, évidemment, qui sont les premiers à intervenir n'importe où dans le monde, mais la Russie aussi, l'OTAN, et depuis peu des pays qui sont rentrés en fait dans cette catégorie, comme l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, qui interviennent au Yémen par exemple, Israël, qui va intervenir pour bombarder le Liban ou la Syrie, et qu'on appelle ces interventions extérieures, ou la France qui va intervenir en Afrique, etc. Et la raison de la réintroduire, c'est de cesser de faire croire que les zones grises sont des zones en paix où il n'y a pas de guerre. En fait, ce sont des acteurs directs de la guerre par les interventions extérieures. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a pire que ça, c'est qu'on va superposer une autre couche qui va montrer en cercle proportionnel les grands producteurs d'armement conventionnel. Et ces grands producteurs d'armement conventionnel, eh bien, ce sont l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine, la Russie. Et dans une moindre mesure, il y a de second couteau, parce qu'on peut trouver la Corée du Nord, l'Ukraine, la Tchécoslovaquie, parce qu'ils produisent des mitraillettes, etc. Et maintenant, il y a même des centres de production un peu en Afrique, mais enfin, c'est très embryonnaire. En tout cas, 90% de cette production d'armement conventionnel, c'est l'Europe, l'Amérique, la Russie et la Chine. Et ici, on superposerait sur cette carte, donc il faut l'imaginer, parce que je n'ai pas mis cette couche, bien des gros ronds bleus qui représenteraient en exportation d'armement conventionnel ce qui est produit en une année. Et on aurait donc une carte complète qui montrerait que ces zones ne sont pas en paix, parce que déjà, elles interviennent directement militairement, et deux, elles produisent des armes qui sont utilisées dans les zones colorées. Et là, il y a une symétrie absolument parfaite, zone de production, zone d'utilisation. Parce que l'essentiel des armes qui sont produites en Amérique du Nord, en Europe, etc., elles sont utilisées pour la défense, donc pour les armées des pays du Nord, mais elles ne sont pas utilisées, en fait, en gros, mais pour tout ce qui concerne les exportations, elles sont utilisées dans ce grand arc des crises qui va partir du nord de l'Afrique australe pour aller jusqu'aux Philippines. Cet arc, on le retrouve sur de nombreuses cartes, sur la carte des réfugiés, sur la carte des interventions de l'ONU. C'est vraiment cet arc des crises, cet arc des guerres, cet arc des réfugiés. Il y aurait beaucoup à dire sur la distinction qu'on fait entre cette zone mondiale et le reste du monde. Donc voilà une manière de concevoir cette question de qu'est-ce que la carte ne dit pas. Un petit peu, on a parlé de Molly Roy ce matin et qui a fait cette réflexion sur OpenStreetMap. Il dit, ce qui est absent dans la carte, c'est ce qu'il faudrait avoir sur la carte, c'est en fait ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faudrait faire émerger, et ce que la carte ne dit pas, c'est ce manque-là, c'est un manque politique et social. J'aimerais juste ajouter un autre exemple. Le mois dernier, on s'est posé la question à partir de quel moment est-ce qu'une carte est radicale. Et on feuilletait un album, il me semble que c'était l'Atlas de l'esclavage de la Fondation Rosa Luxembourg. Et il y avait une carte des mutilations génitales féminines. Et on a pu catégoriser comme ça le degré de radicalité d'une carte. Une carte qui ne montrerait que les pays où l'on pratique ces mutilations ne serait pas une carte radicale, parce qu'elle montrait un état des lieux qui ne nous apprendrait pas grand-chose. Il faudrait aller plus loin et montrer une carte qui montre quels pays ont pris des dispositions et se sont engagés par contrat, par convention, à ne pas à criminaliser ces pratiques. Et en allant encore plus loin, il faudrait montrer quel pays respecte ces engagements. Et donc la carte radicale, elle va apporter des informations supplémentaires, comme ici, dont on ne pense pas, qu'on ne pense pas à rechercher. D'accord, merci beaucoup. Donc nous avons pu comprendre que la carte alternative et radicale passe par les choix graphiques qui sont faits, mais pas uniquement, elle passe aussi par le message que la carte veut faire passer. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Merci. Donc dans cette troisième partie, nous allons aborder l'intention de la carte. Donc je vais revenir vers vous, Anaëlle, par rapport à la carte de recouvrance. Nous souhaitions savoir pourquoi vous avez choisi de représenter recouvrance par le biais d'une carte sensible. Quel est le message induit et peut-être donc recontextualiser pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien Roku, dans quel contexte ça s'inscrit?
Du coup, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que le projet de l'asso, c'était de dire le quartier change, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de nouveaux projets immobiliers, privés, beaucoup de projets de rénovation urbaine avec des fonds publics, mais pas uniquement. Et que va devenir le quartier ? Il y a un accent qui est mis à l'échelle de la ville de Brest sur le quartier des Capucins, qui est à proximité de Recouvrance, qui n'est pas si clair finalement pour les habitants, parce que notre question de départ, c'était de se dire quelles sont les limites du quartier, c'est ce qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure. Quartier qui n'existe pas vraiment en fait, sur les cartes il y a écrit 4 moulins, on ne sait pas vraiment. Et du coup de dire voilà, comment ce quartier va évoluer, et il nous semblait important, avant qu'il y ait un changement potentiel d'habitants dans le quartier, un changement d'habitants dans le sens où les loyers vont forcément augmenter par les projets de rénovation urbaine, les projets immobiliers privés. Comment les habitants en fait, utilisent le quartier, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier, comment les gens parlent de leur quartier, comment ils le définissent, les lieux qu'ils aiment, les lieux qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir, enfin voilà. Et c'est un peu le projet de l'association depuis le début, hein, c'est de en faire entendre la voix des habitants du quartier qui ne sont pas sollicités par les pouvoirs publics, qui ne sont pas forcément entendus par les pouvoirs publics non plus, malgré des phases de concertation successives, et phases de concertation dans laquelle nous, en tant qu'asso, on a pu être aussi, et où on retrouve toujours les mêmes personnes, mais c'est pas forcément des habitants du quartier, malheureusement. Et donc c'est pas forcément les bonnes personnes à interroger pour savoir que faire de ce quartier, ce qu'il est réellement et les besoins éventuels. Donc notre enjeu c'était celui-là. Donc le projet de départ c'était ça. On voulait un aspect aussi ludique et rigolo, parce que on pense qu'on peut faire passer des messages en faisant des beaux objets, des beaux éléments. On avait envie qu'il n'y ait effectivement pas un focus sur les Capucins, pour les questions justement de limite de quartier, et aussi parce que on en parle, on en reparle, et se pose toujours la question de comment on fait le lien entre justement cet espace urbain et le reste du quartier, en fait. Voir les Capucins qui ne sont pas fréquentés par toujours les gens du quartier. Donc voilà, du coup c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Voilà, en gros, les intentions de la carte de départ, c'était celle-ci, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Nicolas, pour vous interroger également, dans le cadre de votre réalisation de cette carte sensible, on a regardé vos travaux, il se trouve que vous avez fait d'autres cartes sensibles, notamment sur Besançon. Donc, on a retrouvé la carte. Et nous voulions savoir donc, si les messages qui ont été... que vous vouliez faire passer dans la carte de recouvrance étaient potentiellement les mêmes que ceux de Besançon, ou si c'était des messages différents, si les intentions étaient justement différentes. Après, bon, ça c'est une carte de Planoise. Planoise c'est un quartier, c'est 20 000 habitants, donc c'est assez gros. Si c'était pas collé à Besançon, ça serait la deuxième ville la plus grande du département. Donc c'est un gros quartier avec un ANRU. C'est le cas aussi de recouvrance. C'est juste pour dire que du coup on est dans un autre champ, on est dans le champ du monde associatif avec des subventions. Ces deux boulots-là se sont faits avec des subventions liées à l'ANRU. Enfin voilà, c'est pour donner aussi une logique. C'est important du coup, par exemple, sur la carte de recouvrance, de parler des lieux qui ont été expulsés par la préfecture. Ça a du sens, c'est la préfecture qui paye la carte. Il fallait bien lui rendre hommage. Et là c'est différent, c'est que recouvrance, recouvrance c'est là où je vis, donc il y a vraiment un lien fort avec le lieu, donc je le connais très bien, et du coup c'est ça qui rend les choses un peu complexes. Là c'est un endroit où j'ai été invité à parcourir le quartier, où j'ai rencontré des gens, et puis moi j'avais sur ce travail-là une autre question qui était de savoir, c'était juste c'était un an après le début du Covid, donc il y avait cette question de... c'est un quartier compliqué parce que c'est un quartier qui est principalement que du HLM, et en fait dans l'histoire du graphisme il y a une glorification de l'espace public comme quelque chose donc il y a eu vraiment de fort, et en tout cas dans un graphisme politique. Et là on se rendait compte qu'en allant sur place, l'espace public, qui était dès qu'on sortait des tours, était devenu un espace où on n'avait pas le droit d'y être, il fallait rester une heure, enfin ce genre de trucs que vous connaissez, et donc
que c'était finalement pas la panacée non plus l'espace public, que l'espace privé on n'était pas pour, mais l'espace public finalement c'était pas non plus et qu'il faudrait inventer un autre espace qui serait peut-être un espace privé collectif. Hein, donc moi j'appelle ça du commun, mais bon après on pourrait discuter de tout ça. Donc, et en allant sur place, la question qu'on avait, parce que j'ai travaillé avec Claire Malvolti sur ce travail-là, c'était qu'on avait en tête, c'était à quoi on rêve, et est-ce qu'on rêve des mêmes choses, qu'on habite, qu'on dorme à 3 mètres, à 12 mètres ou à 25 mètres. Et donc voilà, c'est un peu ce fil-là de travail. Donc il y a ces deux couches dans ce quartier, dans cette carte. D'accord, merci beaucoup. Il y a la partie rêve et la partie plus prosaïque d'un quartier qui est aussi en train de changer, avec des gens qui vont être mis dehors, ce qui est le cas de Recouvrance, parce que oui, il y a des bars qui vont être démolis, et ce qui a déjà été le cas. Mais pour répondre sur les Capucins, c'est vrai que quand il y a eu la com des Capucins, au moment où ça s'est construit, eh ben, il n'y avait pas le mot Recouvrance n'apparaissait nulle part dans la communication des Capucins, donc c'était vraiment très fort. Et puis après il y avait cette hypothèse que finalement, est-ce que le téléphérique n'était pas un moyen de squeezer cet espace qui était comme un des endroits les plus pauvres de Brest. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais laisser la parole à Maëlys pour continuer et terminer la partie de questions. Oui, effectivement, on va aller assez rapidement. Anaëlle, de ce que nous avons pu voir, une carte sensible, une carte sensible s'est établie à partir des témoignages des différents participants. De cette manière, quel est le poids que peut avoir une carte sensible auprès du pouvoir public? Quel est le poids de la carte pour pouvoir appuyer votre cause? On aimerait que ça ait beaucoup de poids, hein, mais ça n'en a pas. Voilà, faut pas rêver non plus. Ce qui n'empêche pas de le faire, de faire et de refaire. Enfin, c'est un peu ça les luttes, hein, je crois. Mais donc ça n'a pas forcément d'impact. Après, on a espoir que peut-être ces cartes, elles ont été envoyées, hein, on les a offertes du coup aux personnes qui ont pu travailler sur des projets d'urbanisme, sur le quartier, etc. Le but c'était qu'elles soient diffusées et qu'elles soient visibles aussi. Donc on a espoir que ça donne une image peut-être différente, qu'il y ait peut-être des prises de conscience sur certains aspects. Mais on n'est pas vraiment dupe, hein, voilà. Je disais que c'est pas nouveau, hein, le fait qu'il y ait des réflexions sur le quartier, qu'il y ait eu des temps différents d'échanges, et ça n'a pas forcément pris, ça n'a pas forcément marché. Donc voilà, après on continue, c'est un peu le principe d'une asso, et puis c'est un peu le principe d'un engagement aussi, c'est que on continue dans la perspective pour faire entendre la voix des gens qu'on pense être ceux qui sont moins entendus. D'accord, merci beaucoup. Tout théâtre, et rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, y a-t-il un moyen pour légitimer le poids des cartes sensibles? Oui, rapidement, du coup, ce que tu viens de dire, c'est aussi une des conclusions qu'on a tirées avec des collègues chercheurs l'an dernier, voilà, sur les cartes. En fait, les cartes alternatives, elles émanent, voilà, elles sortent rarement des ateliers d'où elles émanent, en fait, si on veut. Pour faire simple, je simplifie. Et d'ailleurs, il y a une session que j'animerai aussi à Paris en juillet, qui est dédiée qu'à ça, en fait, dans le cadre d'un congrès là, de l'Union géographique internationale, où on va travailler vraiment sur ces questions de l'opérationnalité de la carte. C'est une problématique. Alors, il n'y a pas qu'une seule piste. Moi, je vais peut-être juste rapidement en 2 mots parler de celle que j'explore, en tout cas dans le cadre de mon programme de recherche. C'est tout simplement, pour faire simple, je vais essayer, c'est finalement, je parlais de logique aristotélicienne tantôt avec des exclusions, c'est finalement, plutôt que de dire et de s'enfermer dans d'un côté une objectivation de l'espace et une subjectivation de l'autre par la carte alternative, eh bien c'est de tout simplement les mettre en interdépendance, les interrelier au sein d'un seul et même espace de représentation graphique en utilisant une logique qui n'est plus aristotélicienne mais non aristotélicienne, et qui inclut du tiers. Donc ça veut dire quoi concrètement? J'ai pas d'image, je suis désolé, mais en gros, ça veut dire mettre, je l'ai dit, des cartes conventionnelles en lien avec des cartes alternatives, et ces 2 extrêmes, si on veut, étant liés par un support intermédiaire qui, lui, eh bien, contiendrait des objets, pour faire simple, un peu aux limites floues et fluctuantes, voilà, pour faire le lien entre les deux. C'est une des approches, en tout cas, qu'on va explorer, il y en a d'autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
On va voir ce que ça va donner à l'avenir alors. Pour prendre l'exemple d'une autre carte radicale cette fois, Neptis, Philippe, pouvez-vous nous parler de cette carte qui est publiée dans votre livre, nous dire de quelle manière elle a été utilisée et quel est le message de cette carte? Oui, un des nombreux exemples de cartographie de quartiers informels, qu'on dit aussi bidonville, mais plus trop aujourd'hui. Ici, vous avez Dakar, et ce sont des quartiers qui ne sont pas représentés sur les cartes, qui correspondent à une zone blanche ou grise sur les cartes. Et ici, deux chercheuses, une chercheuse et un chercheur, Elisa Bertuzzo et Günther Nest, ont fait la carte des quartiers avec les personnes elles-mêmes. Et il s'est avéré que ces quartiers, soudain, donnaient conscience aux personnes de leur existence déjà, mais ont pu avoir une incidence sur les politiques municipales. Soudain, on s'est rendu compte que les écoles qui se trouvaient, par exemple, dans ces quartiers, étaient des écoles privées. Et ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il se trouve qu'il n'y a pas de dispensaire pour les soins aux personnes qui doivent aller très loin. Et tout ceci contribue justement, c'est peut-être un des exemples réussis de la cartographie radicale, c'est-à-dire modifier les politiques locales, utiliser cet outil de visibilisation pour avoir une influence sur les politiques locales. C'est dans ce cas aussi où on s'est rendu compte qu'il fallait installer des toilettes publiques, qu'il n'y en avait pas assez, que les politiques municipales, par exemple, faisaient fausse route en demandant à des entreprises privées d'installer des toilettes publiques contre le droit d'afficher leur publicité sur ces lieux. Et il s'est trouvé que les toilettes étaient placées dans les endroits où les publicités étaient le mieux visibles. Ce qui n'apportait strictement rien. Voilà, et c'est un outil d'influencement en fait des politiques municipales dans ce cas précis. Donc la question de l'efficacité de la cartographie radicale, elle se trouve certainement au niveau de la conscientisation par des personnes qui soudain vont pouvoir se projeter dans l'espace, prendre conscience du fait que l'espace leur appartient, que c'est ici que se déploie leur vie, et vont avoir une autre attitude. Donc c'est vraiment une démarche de politisation, de sensibilisation et de politisation des individus eux-mêmes, qui réagiront autrement quand il s'agira par exemple d'aller voter, ou de soutenir ou de ne pas soutenir des politiques qui les concernent. Merci. Peut-être Philippe, vous voulez rajouter quelque chose sur cette carte ou... Non, enfin, Neptis a tout dit, simplement, ces cartes-là sont créées, produites par les gens, avec l'aide évidemment de chercheurs, de chercheuses ou de cartographes. C'est des processus qui se développent, c'est assez courant, auprès des Premières Nations au Canada, au Brésil, jusqu'à ce que Bolsonaro arrive, c'était aussi des entreprises qui étaient assez grandes. En fait, c'est une espèce de mappaton. Et ce qu'ils font, c'est qu'il y a une zone blanche, ils sont exclus de la carte. Il y a un déni de ces populations sur la carte, exactement comme autour de Jérusalem, sur les cartes israéliennes, les camps de réfugiés, Chouafat, Anata, etc., n'existent pas. Ce sont des zones grises. Et en fait, de prendre en main sa destinée géographique, déjà c'est quelque chose qui moi m'impressionne, que je trouve remarquable, surtout pour avoir des résultats. C'est presque un succès de cartographie radicale, parce que finalement ils arrivent à influencer les politiques locales, c'est-à-dire que les politiciens et ceux qui ont le pouvoir sont obligés de les considérer. Et je crois que OpenStreetMap, ça sert aussi à ça sert à faire réexister les peuples qui ont été exclus de la carte. Pour citer le représentant de la tribu Zuni aux États-Unis, Jim Enott, qui il y a 20 ans a dit « Maintenant ça suffit, we've been kicked out of the map in the mid of the 19th century ». On a été jeté dehors à coups de pied aux fesses de la carte, et maintenant on va se réintégrer, on va refaire notre carte, on va se remettre sur la carte, on va se forcer sur la carte, mais on ne va pas le faire dans la cartographie conventionnelle sur les cartes topographiques américaines, on va faire nos cartes avec notre typonymie, avec notre esprit, avec ce dont on a besoin sur la carte. Et ils ont fait cette entreprise et un musée qui présente ces cartes Zuni qui sont remarquables, vous les trouverez sur internet. Donc peut-être dans la définition de la cartographie radicale, puisque c'est ce que vous avez demandé en début de séance, eh bien c'est peut-être aussi de combler les vides et de permettre à tous les peuples, à toutes les populations et à tous les citoyens exclus de la carte la possibilité d'y revenir et de réexister en fait. Merci beaucoup, c'est une finalement très belle conclusion, il me semble.
En guise de dernière question, nous allons faire un dernier tour de table comme nous avons fait au début. Vous m'avez tous envoyé une carte qui vous a beaucoup marqué. Et donc, nous allons les passer au fur et à mesure. Et vous pouvez en dire un mot chacun pour nous expliquer le message qu'il y a derrière ou pourquoi cette carte vous a touché. Donc, Neptis, votre carte, c'est celle-ci. Je vous laisse vous exprimer. Alors, c'est une carte de William Bungay dans un livre qu'il consacre au nucléaire. Ici, cette carte, quand je l'ai vue, j'ai compris ce qu'était une carte radicale, en fait. Même si ce n'est pas une carte, me direz-vous, c'est une représentation graphique de la capacité de destruction nucléaire. Vous avez le petit carré au milieu avec un point. Ça correspond à la capacité de destruction totale de la Seconde Guerre mondiale. Donc cela inclut Hiroshima et Nagasaki. Tout autour, c'est la capacité de destruction mondiale de l'arsenal nucléaire en 1982. Donc là, soudain, le rapport vous saute aux yeux, vous écrase, vous assomme, vous effraie. Et le petit cercle en haut, qui regroupe 3 points, il représente la capacité de destruction d'un sous-marin Poseidon des États-Unis. Voilà, et une fois que vous avez vu ça, vous ne pouvez plus dormir tranquille par rapport au nucléaire. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que Bungay dédie cet ouvrage aux enfants. D'accord, merci beaucoup. Très clair, très très clair. Philippe, quant à vous, c'est une carte que l'on a vue ce matin, je vous laisse la commenter. Oui, je suis désolé, ça fait doublon en fait, mais je m'associe, une de mes cartes préférées, c'est évidemment la carte de Bungay, que je connais depuis très longtemps, et qui en même temps m'effraie et m'impressionne, donc je m'associe à Neptis en disant vraiment que c'est vraiment la carte qui me marque, et celle-ci, comme c'est le fruit d'un travail collectif, c'est que la réalisation, j'en revendique la paternité, mais c'est quand même le fruit d'une réflexion, d'un travail collectif. J'ai parlé ce matin de cette représentation de l'Europe qui est invisible à nos yeux. C'est une carte qui montre une représentation de l'Europe, des phénomènes qui sont quotidiens en Europe et qui sont restés invisibles en fait pour nous et inconnus jusqu'à très récemment. Moins maintenant parce qu'on parle beaucoup plus des morts en Méditerranée, etc. Alors, la raison pour laquelle je l'ai choisie et qui me frappe, c'est qu'elle bouleverse complètement notre vision de ce qu'est une frontière, de ce qu'est un espace frontalier, une frontière. A priori, une frontière, c'est la ligne rouge, c'est la zone Schengen qui va regrouper tous les pays dits européens. Et puis ce qui est de l'autre côté, eh bien, c'est autre chose. C'est soit les voisins de l'Europe, soit déjà l'Asie de l'Ouest, soit le Proche-Orient, ou le Moyen-Orient, ou l'Afrique du Nord. Donc c'est autre chose, autre chose. Mais en réalité, par le biais des politiques que l'Europe a mis en place et des accords qu'elle passe avec les pays qui sont ses voisins, eh bien on se rend compte que cette frontière, elle prend un sens différent. Vous voyez, en bas, vous avez ce grand trait gris, là, ce grand arc, qui symbolise les accords que l'Union européenne ou la Commission passe avec ces pays, des accords bilatéraux de transfert de pouvoir pour arrêter la migration internationale déjà loin des frontières européennes. Le village africain au Sahel, le village sahélien, le village burkinabé, c'est déjà la frontière de l'Europe puisqu'on y trouve des camps de rétention et puisque la police burkinabé ou l'armée malienne a déjà arrêté les migrants dont ils pensent qu'ils vont aller vers le nord, ils vont prévenir ces mouvements. Et c'est déjà... Voilà, là c'est avec en plus, on n'a pas trop le temps de le développer, mais vraiment une violation de ce qu'est la migration sous-régionale, comme on dit en Afrique de l'Ouest, où dans le tas on arrête aussi des commerçants et des commerçantes tchadiennes qui vont aller vendre du grain au Burkina ou quoi que ce soit, qui est vraiment aussi une migration qui est quand même très intense. La pré-frontière de l'Europe, elle devient une pré-frontière. On prend conscience que le village sahélien, c'est déjà la frontière de l'Europe. Ensuite, la frontière Schengen, et puis pour ceux qui ont eu la chance de passer sans mourir, sans se noyer, etc., on va les retrouver en Europe comme migrants irréguliers, des voyageurs migrants irréguliers. C'est ces points noirs, en fait, ils vont être contrôlés, arrêtés, regroupés dans des camps de rétention, un petit peu partout, et puis éventuellement envoyés à Varsovie, où ils vont faire partie du prochain charter, enfin Varsovie ou Bucarest, ou Paris même, pour être renvoyés dans des pays d'où on croit qu'ils viennent, mais on n'est jamais sûr.
Et ces centres de rétention, c'est la post-frontière de l'Europe. Et ce qui nous a impressionné avec les collègues de Migre Europe, il faut vraiment voir ce document comme un travail de réflexion collective avec le collectif Migre Europe. Olivier Clochard, Alain Maurice, Claire Rodier, retenez ces noms parce que c'est vraiment le groupe de gens qui ont pensé cette idée que finalement cette frontière européenne, elle est pixelisée complètement. La frontière, c'est le territoire. C'est tout le territoire européen et c'est tout le territoire du voisinage de l'Europe, c'est partout. Ce qui veut dire qu'on ne passe plus une frontière, mais on est dans la frontière. Et c'est pour cette raison que j'avais choisi de la présenter, mais j'avais oublié qu'on la présentait le matin aussi, donc je m'excuse pour le doublon. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui étaient là. Je pense qu'il y en a qui n'étaient pas forcément là ce matin non plus, donc c'est parfait. Toutea, vous nous avez envoyé une carte qui se lit en 2 fois, puisque donc il y a cette... vous voulez que je mette la deuxième dès maintenant ? Non, je vais juste après. Donc ouais, c'est une carte qui est extraite donc, des travaux de Deligny. Je ne sais pas si certains connaissent peut-être. En fait, Fernand Deligny, là on est dans les années 70, début 70. En fait, c'est un éducateur. Il est un peu aussi à l'origine presque de l'éducation spécialisée. Pour contextualiser rapidement, en fait, il prend en charge, il crée un réseau de prise en charge des autistes. Et en fait ils vont se mettre dans les Cévennes dans les années 70 et pendant 10 ans ils vont parcourir tout un tas d'aires de séjour, donc ce qu'ils appellent des aires de séjour qui sont pris en charge finalement par des ouvriers, des paysans, des étudiants ou autres. Alors là, c'est juste un exemple, mais en fait l'idée de Ligny, c'était bien d'abord de demander à la personne qui prend en charge bien l'autiste de dresser une carte. Alors là on voit c'est un dessin à main levée, j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas c'est un parcours c'est un parcours où il y a des chèvres, c'est ça, il se balade avec des chèvres et en fait il retrace un petit peu son parcours en partant du bas. Et ils demandent ensuite, ça c'est le protocole, est-ce que tu peux switcher sur le deuxième ? Voilà, ils ont un calque et puis ils demandent ensuite à ces enfants-là, pour la plupart, il n'y avait pas que des enfants, mais pour la plupart, de venir et puis de s'exprimer par rapport à ça. C'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui peut, dans cette communauté-là, forcément parler. Voilà. Et là c'est un autre moyen de s'exprimer. Alors là on le voit, la personne qui est une petite fille à entourer les cercles, de cercles, des endroits où ils avaient l'habitude d'aller. On voit bien qu'en quadrillant aussi la zone, alors c'est les commentaires qu'il y a dans le bouquin, mais je les ai plus trop en tête, mais qu'en tout cas, on est centralisé sur finalement le cercle du centre. Puis voilà, si on regarde bien, si on switch entre les deux cartes, on voit quand même qu'il y a des ajouts d'objets comme des pierres, ce qui est censé symboliser des pierres, enfin des endroits où ils se sont arrêtés, etc. Donc je m'étais dit que c'était pas mal de mettre ça, c'est une autre forme aussi de carte finalement alternative et qui met en avant aussi ce côté-là, ces communautés-là qu'on met pas assez en avant, je pense, peut-être dans les travaux aussi. Quoi. Complètement. Merci beaucoup. Nicolas, donc votre carte, c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez dire quelques mots dessus ? Non, vous n'avez pas pris l'autre. Ok. Oui, c'est une carte qui est extraite d'un manuel de la contre-histoire. Et en fait, le vrai titre, c'est Manuel de contre-histoire à l'usage des enfants révolutionnaires et des parents de gauche. C'est un vrai livre que j'ai à la maison, si vous... voilà, qui est a priori danois et qui aurait été traduit dans les début des années 70 par des Québécois. Donc voilà, c'est Savely, je crois, la maison d'édition, c'est assez introuvable. On n'a pas trop donc ça retrace toute l'histoire, mais par un autre point de vue, avec pas mal de cartes, et notamment une carte qui est assez belle, qui est assez parlante, que je trouve très forte, que j'avais envoyée, c'était de l'Afrique avant 1885, mais juste avant, donc avec juste les bords de l'Afrique qui appartiennent déjà aux puissances européennes, et puis celle de juste après où tout est déjà segmenté. Enfin, juste parce que moi je l'avais jamais vu expliqué comme ça,
et que souvent le colonialisme on l'aborde par un empire, c'est-à-dire qu'on va le questionner par rapport à l'empire français, puis après on va voir le Commonwealth, et puis, mais du coup de voir vraiment comment ça se joue plus largement. Donc là on voit, il y a en haut c'est du coup les endroits les entités colonisateurs sont marquées par des usines, parce que c'est vraiment aussi à cet endroit-là que ça... Enfin, c'est parce que ça s'adresse aussi à des enfants de prolétaires. Donc du coup, et en dessous, il y a colonie, et puis il y a ce qui n'est pas les colonies, mais qui participent, qui se fait quand même exploiter. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Anaëlle, donc vous nous avez envoyé une carte sensible des monts d'Arrée, qu'on a essayé d'agrandir au maximum pour pouvoir la visualiser. Est-ce que vous avez quelques mots à dire dessus ? Bon, c'est juste une carte, je ne vais pas la commenter parce que c'est pas moi qui l'ai réalisée, donc ce serait un peu, je pense, une mauvaise idée. C'est un collectif, la Grue, qui a fait une carte des monts d'Arrée qui nous a pas mal plu quand on réfléchissait justement à cette idée de représenter le quartier, faire parler les habitants, etc. Et voilà, donc elle nous a plu, on l'a trouvée chouette, et on l'a trouvée, on trouvait qu'elle... Voilà, effectivement, que les émotions ressortaient sur cette carte, et c'est un peu ce qu'on avait envie de faire avec celle de Recouvrance. D'accord, merci beaucoup. Donc merci à tous. Nous allons demander au public si vous avez des questions ou des témoignages à poser à nos intervenants avant la fin de cette table ronde, n'hésitez pas. Également, nous allons passer dans les rangs pour récupérer vos productions, vos œuvres d'art peut-être, afin de pouvoir les afficher dans le couloir. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est une question qui s'adresse plus à Neptis et à Philippe aussi en lien avec la conférence de ce matin. Si j'ai bien compris, vous faites aussi des ateliers d'introduction à la cartographie sensible. Vous parliez de lycée ce matin. Et je me demandais, moi qui suis étudiante en sortie, mais on nous apprend depuis tout petit des représentations très classiques, très cadrées, et en nous poussant à une certaine, même une forte objectivité pour une représentation pour le plus grand nombre. Et je me demandais comment, quand on fait ce type d'atelier et qu'on l'encadre, est-ce qu'il y a un processus pour amener les gens à montrer cette subjectivité dans leur carte, ou est-ce que finalement ça se fait assez naturellement ? On va répondre toutes les deux. Je pensais à l'imaginaire, représenter l'imaginaire. Lors du dernier atelier à l'hôtel que j'avais à Berne, un groupe travaillait sur les distances et les transports. Et quelqu'un soudain a dit « mais je me transporte aussi par le rêve ». Et dans leur production finale, on avait sur une feuille A3 les différents modes de transport avec leur consommation CO2, etc. Et ils avaient collé, elle et il avaient collé une bande à leur production qui traversait toute la pièce. Parce que le rêve, ça vous faisait aller très loin. Quelque chose à quoi je n'aurais jamais pensé. Donc cette sensibilité, surtout par un travail en groupe, c'est toujours un travail en groupe, elle émerge comme par magie. Nous sommes toujours absolument éblouis du résultat, en fait. Bien sûr, il faut soutenir, expliquer, soutenir, mais c'est assez facile. Les gens ont ça en eux, en fait. Oui, c'est exactement. Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Et la réponse, elle est un petit peu double parce que elle émerge relativement naturellement, de manière très spontanée, cette créativité, quand les participantes et les participants s'emparent de la carte, et comme l'exercice est extrêmement libre, en fait, les gens se lâchent. Mais on leur suggère, c'est-à-dire ça vient spontanément, mais ça ne vient pas nécessairement tout seul, parce que dans l'introduction de ces ateliers, comme je l'ai dit ce matin, je le répète, on n'est pas contre la cartographie conventionnelle, ni contre la sémiologie. En réalité, je l'ai dit ce matin, nous sommes des enfants de Bertin, on croit fermement à point et ligne sur plan. On va vraiment rebondir et en prolongement de ça, dire que vous avez un cadre contraint pour faire ces cartes. Et
naturellement, vous êtes libre de l'exprimer un peu comme vous voulez. On a très souvent des participantes qui font de la couture, qui tricotent des cartes ou qui font des constructions en 3D. Vraiment, c'est ça qui est tout à fait libre. Simplement, la méthodologie est contrainte parce qu'on tient, comme on l'a dit aussi, à ce que vraiment les données soient faites. Mais tout ça vient de l'idée que ces ateliers, en fait, ça pour permettre aux gens de se précipiter dans la carte, dans cet exercice qu'on a appelé la carte d'identité, où la base de données, c'est la vie des gens. Dans un premier temps, ils vont écrire sur une feuille d'où ils viennent leurs grands-parents, 3 générations s'ils veulent, quels sont leurs itinéraires de vie, là où ils ont été, là où ils rêveraient d'aller, on y introduit de l'utopie, des lieux qui sont très importants pour leur identité culturelle, des événements très importants qui leur sont arrivés, et ils ont on leur demande d'utiliser du point, de la ligne et du plan, c'est-à-dire de la sémiologie vraiment très classique, mais de n'importe quelle manière. Et naturellement, dans l'introduction, on soutient quand même que cette fameuse, c'est une chimère, c'est vraiment un fantasme, cette idée de la carte objective, de la carte neutre, de la carte qui va représenter le plus fidèlement possible, ça n'est simplement pas possible. C'est pas qu'on veut pas, c'est que ça n'est pas possible. Pour plein de raisons. Je ne vais pas développer ici, parce que j'ai un cours complet sur cette question-là, mais voilà, notre idée, c'est que ce n'est pas possible. Donc, on va dire que la carte, elle est émotionnelle, sensible, qu'elle est subjective, parce qu'elle représente la manière dont nous voyons le monde. Et en réalité, ce qui vient très spontanément, c'est que quand les participantes, pendant les 2 ou 3 jours de l'atelier, comprennent ça, la créativité explose. Nous, on est là pour rétablir de la sémiologie, de la géométrie, pour que les participants reviennent un petit peu sur le chemin. Mais en réalité, c'est leur carte et on est sûr que c'est de l'information primaire parce que la base de données qu'ils vont constituer, qu'ils vont cartographier, ils vont transformer leurs informations en mode de représentation visuelle, c'est eux. Donc ils ne l'ont pas pompé de nulle part, ils ne l'ont pas recopié de nulle part, c'est vraiment un acte de création totale. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui crée cette immense émotion qu'on a devant ce qui est parfois des véritables œuvres, on en a publié dans le livre, des véritables œuvres d'art qui sont issues de cet exercice. Et je pense en particulier au directeur de l'école d'architecture de université aux États-Unis, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, qui lui est donc un noir américain issu de famille d'esclaves et qui se définit non pas comme noir américain, mais comme américain ou afro-américain. Il dit pas ça, il dit je suis un américain descendant d'esclaves. Et il a cartographié cette idée, il a fait une œuvre absolument magnifique et remarquable qui est ça. Pour compléter la réponse, il y a aussi un accompagnement qui se fait par exemple quand les gens travaillent sur des grosses bases de données. Donc on fournit les statistiques et il va falloir apprendre à les traiter. Bien sûr de façon assez rudimentaire, mais ça c'est quelque chose qui nécessite un accompagnement. Et je pense à l'atelier d'il y a 2 ans au musée de la Porte Dorée, où il y a eu un travail sur le PIB, sur les indicateurs économiques, et il a fallu faire un gros travail de nettoyage des statistiques. Mais c'est absolument passionnant, et la production au bout, elle est tout aussi libre en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a peut-être le temps pour une dernière question avant de conclure. Peut-être un peu bête la question, mais tout ça c'est très visuel, mais est-ce qu'il y a des méthodes de cartographie qui existent pour les malvoyants et les aveugles? Oui, c'est pas du tout une question bête. Je connais pas très bien cette question, mais je sais que il y a des groupes de travail, il y a des projets de recherche qui sont entièrement axés sur la recherche de la carte tactile, donc en 3D avec un certain nombre de codes pour rendre accessible aux non-voyants les cartes. Je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment un domaine que je connais pas du tout, donc voilà, Peut-être par le son. Oui, alors, mais c'est un travail qui... ce que je sais par contre, c'est qu'il développe des types
de cartographie qui sont en 3D, donc qui font appel à les sensations tactiles et aussi naturellement par le son. Et il y a un groupe de travail qui le fait par la narration, en décrivant, en essayant de décrire par des mots choisis très descriptifs, très forts, poétisés, ce qu'est une carte pour que les personnes puissent l'imaginer, puissent la construire en même temps qu'on la décrit. Malheureusement, c'est une question formidable en fait, c'est pas une question bête, c'est une question importante. Mais malheureusement, je suis pas suffisamment, je suis pas du tout familier avec ça. J'ai un peu honte parce que je devrais, mais en fait, vous posez la question, ça, je suis un petit peu stupide de ne pas le savoir parce que j'ai pas travaillé cette question-là en particulier. Il y avait quelqu'un là-bas. Oui, peut-être une dernière avant de finir. Oui, merci. Une dernière question. On a beaucoup parlé donc de la conception de cartes différentes, mais dans la cartographie radicale, il y a aussi le côté essayer de déconstruire les cartes qu'on présente comme objectives, etc., la cartographie critique. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots un peu pour ouvrir cette discussion ? Sur la cartographie critique, on avait commencé à en parler là en introduction, mais c'est vrai que c'est Hervé aussi qui a ouvert ça avec le processus de déconstruction. Donc j'ai pas forcément, enfin je prends le micro mais comme ça, mais j'ai pas forcément plus de choses que ça à dire, à part que effectivement la carte, on l'a dit et on l'a redit, c'est loin d'être quelque chose de neutre. C'est loin d'être une carte, elle est fortement empreinte de subjectivité. Moi on le lit parfois, mais j'aime pas du tout. Voilà, la carte objective, on parle de conventionnel, je pense que c'est plus adapté, puisque de toute façon, il n'y a pas de carte objective. Je l'ai dit tout à l'heure, la carte qu'on considère comme étant objective, elle n'est pas objective, elle est objectiviste, c'est-à-dire qu'elle va essayer de chasser un peu tout ce qui relève tout ce qui fluctue, etc., et se focaliser un petit peu, figer les choses. Mais on sait très bien que aussi quelque part les choses ne sont pas figées, qu'on est dans une dynamique et qu'on peut pas faire sans. Voilà, donc après il y a tout le discours qui est derrière, ce qu'on véhicule à travers ces cartes-là, peut-être que... Oui, en complément. S'en prendre aux cartes produites n'aurait aucun intérêt en réalité. Même si elles sont contestables, même si elles sont fausses, il faut les laisser exister. Chaque carte obéit à un usage, une demande, un besoin, même si les manipulateurs... L'autre dénomination de ce type cartographie, c'est contre-cartographie. C'est proposer une contre-narration. C'est d'autant plus efficace. Oui, juste une dernière chose. Je suis d'accord, il faut laisser vivre ces cartes aussi obscènes ou aussi indécentes soient-elles. Et des cartes de manipulation, on en rencontre tous les jours. Retenez les noms de Marc Monmonier, Edward Tufte. Marc Monmonier, c'est lui qui a écrit How to Lie with Maps, comment faire mentir les cartes. Et le livre, on peut le trouver dans toutes les bibliothèques. Eux, ils ont fait ce travail. Ni Marc Monmonier, ni n'ont jamais produit aucune carte originale. En fait, ils ont passé leur projet de recherche et leur travail, c'est de déconstruire les cartes existantes et de montrer en quoi elles sont complètement fausses ou complètement obscènes ou complètement indécentes ou repompées ou voilà. Bon. Mais donc c'est une forme qui est assez intéressante. On l'a fait au début, mais c'est vrai que nous ne nous permettons plus de le faire, sauf pour dénoncer des manques. Mais ça, là, du coup, on retombe dans la cartographie radicale. Quand la carte de Jérusalem présente des zones entièrement vides dans lesquelles on sait pertinemment que vous avez 50 000 Palestiniens de l'autre côté du mur et qu'il n'y a aucune, même une structure urbaine, bien c'est notre rôle de réhabiliter ces êtres humains sur la carte. Mais c'est pas déconstruire les cartes existantes. On va sur le site du ministère de l'Intérieur israélien, on trouvera ces cartes qui sont des cartes qui sont totalement qui font totalement fi même de la réalité factuelle de ce que l'histoire Israël-Palestine, avec des mensonges, avec des manques, avec des mensonges par omission, etc. C'est pas intéressant de le déconstruire, mais comme le dit Neptis, c'est intéressant de produire une cartographie qui, elle, réhabilite les narrations qui manquent sur les autres cartes. Merci beaucoup. Une dernière question aux organisateurs. Allez-y. Est-ce que c'est délibéré comme déconstruction? Je
viens de me rendre compte il y a 2 minutes que la carte qui était à gauche était inversée. Est-ce que c'est délibéré ou uniquement parce que vous avez construit le graphique pour que en équilibrant le graphique? Eh bien, étonnamment, on a fait le diaporama et on est tombé sur cette carte dans le livre, qui est maintenant notre Bible, je pense, de Philippe Rivière, qui se veut être une production qui est à la fois conforme et qui respecte les surfaces et les angles. Et qui est... Elle est inversée parce que, oui, celle-ci. Voilà, c'est ça, parce que ça aurait pu être la déconstruction, justement. Nous ne sommes pas encore allés aussi loin, mais effectivement. Ça aurait pu être un acte de défi total. On n'aurait pas osé. Merci à toutes et tous pour cette table ronde. Donc, pour faire une dernière petite conclusion, on a pu voir qu'il y a autant de cartes alternatives qu'il y a d'interprétations de ces dernières. On a pu voir des cartes qui dénoncent, on a pu voir des cartes qui mettent en lumière, qui assument leur subjectivité, qui bouleversent l'ordre établi. Et vous en avez parlé ce matin très justement, que peut-être aujourd'hui la parole justement était donnée à tous et que utiliser des cartes, et notamment des cartes alternatives, que ce soit des personnes qui connaissent ou non les cartes, des étudiants, des enseignants, peu importe notre statut, ça pouvait être aussi un moyen à nous tous de nous mobiliser et de les prendre en main pour justement agir, entre guillemets. Donc pour aller plus loin, on en a parlé toute cette table ronde, mais forcément j'étais obligée d'en reparler. Le livre de Neptis et Philippe, Cartographie radicale, aux éditions La Découverte, que vous pouvez vous procurer. La carte de recouvrance, qui sera en vente en sortie de salle par le collectif Coucou si vous le souhaitez. Et également dans la continuité des tables rondes des étudiants du Master EGEL, vous retrouverez le mardi 25 janvier, si vous vous êtes toujours posé la question si les marins étaient chanteurs, vous aurez la réponse ce soir-là, n'hésitez pas, à l'espace Vauban. Le mardi 1er février, vous aurez une table ronde autour de l'acoustique sous-marine, une écoute croisée entre science et musicalité. Et enfin, le jeudi 10 février, une table ronde sur les îles terroirs viticoles, regard sur les îles du Ponant, sur la vigne, sur les domaines insulaires. Merci à tous d'être venus, merci à tous nos intervenants d'être venus pour cette table ronde, d'avoir fait le déplacement. Nous voulions également remercier les étudiants du Master EGEL qui nous ont aidés pour organiser cette journée. Merci à vous. Merci aux enseignants qui nous ont aidés pour l'organisation, notamment Frédéric Audard, Yvan Bouvet, qui ont été d'une aide précieuse. Et enfin, merci à vous tous d'être venus tout au long de cette journée, notamment ce soir. Vous pouvez, à la sortie de la salle, vous retrouverez tous vos dessins sur les murs. Si vous voulez échanger avec les intervenants, entre nous, il n'y a pas de problème. Merci et bonne soirée à tous. Merci.